Alors ben, moi, je m'appelle Julie, j'ai 34 ans et je suis la fondatrice des Frangines, une alternative à la perruque pour les femmes, les petites filles, les hommes et les petits garçons aussi, qui ont perdu tous leurs cheveux, souvent à cause de traitements anticancéreux, donc des chimiothérapies, ou à cause de pelade universelle ou d'alopécie androgénique. J'ai eu cette idée il y a 5 ans parce que ben, moi-même, il y a 5 ans, j'ai eu un cancer du sein très agressif qui m'a valu 24 chimios, 2 opérations, 40 séances de radiothérapie et 5 ans d'hormonothérapie. Je suis assez chauve pendant 18 mois. Donc, je suis aussi une ancienne patiente. Alors, j'ai eu l'idée de créer les frangines. En fait, c'est venu naturellement pendant mon parcours de mon point parce que je supportais pas la perruque. Je me reconnaissais pas avec. J'avais pas trouvé quelque chose qui me ressemblait à la hauteur de mes moyens, en tout cas. J'en avais une, mais quand je la mettais, elle me grattait, elle me tenait chaud. Moi, j'ai eu mon cancer, j'ai eu une grosse partie de mes traitements en plein été. J'habite dans le sud de la France, il fait super chaud. Et c'est vrai que du coup, j'arrivais pas à la mettre. J'avais fait vraiment une dépense pour rien parce que j'ai dû la mettre 3 fois et après la ranger dans sa boîte. Donc en fait, j'ai commencé à nouer des turbans sur ma tête parce que je trouvais qu'en nouant des turbans, ben, je retrouvais la sensation presque thérapeutique en fait de me coiffer. Avant d'être malade, j'avais les cheveux très très longs, j'avais les cheveux longs jusqu'à la taille et j'avais suffi de coiffeuse. Donc du coup, j'avais toujours tendance à me faire plein de coiffures, des chignons, des queues de cheval, des tresses. Voilà, j'étais tout le temps coiffée différemment et c'est vrai que quand mes cheveux sont tombés, ça, ça a été super dur de faire le deuil de se coiffer le matin. Donc, je retrouvais quand même cette sensation-là en nouant des turbans sur ma tête. Seulement, quand je mettais mes turbans et qu'il n'y avait pas de cheveux qui dépassaient, je trouvais qu'avec mon teint qui était devenu laiteux avec les chimiothérapies, tout ça, ben, je trouvais que c'était assez stigmatisant. Donc, en fait, j'ai commencé à mettre des fausses franges sous mon turban. Alors, quand j'avais les cheveux longs, j'avais pas de franges et j'étais une contrariée de la frange. Donc, j'avais des franges à clip dans mes affaires. Et en fait, les franges à clip, on les clip sur des cheveux. Mais quand il n'y a pas de cheveux, ça tient pas. Donc, en fait, j'ai pris ces fausses franges et j'ai essayé de les glisser sous mon turban et tout. Et c'est vrai que ça a changé tout d'avoir des cheveux qui dépassaient. Enfin, en tout cas, je me sentais moi comme ça. Je récupérais une partie de mon identité avec ces cheveux qui dépassaient du turban. Et donc, je me suis bidouillé un système sur ces franges que j'ai déposé par la suite. J'ai déposé un brevet sur ce système qui permet à ces franges de tenir sur ma tête, enfin sur les têtes qui n'ont pas de cheveux. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais créé ceci pour mon propre confort parce que j'avais besoin de me retrouver quand je me regardais dans le miroir parce que jamais dans sa vie, on croit qu'un jour, on va se voir sans cheveux, sans cils et sans sourcils. Parce que je trouvais que voilà, qu'on ait 15 ans, qu'on en ait 40 ou qu'on en ait 80, qu'on soit un homme ou une femme, quand on n'a plus de cheveux, plus de cils et plus de sourcils, bah, tout le monde se ressemble en fait. Il n'y a que les traits du visage, les, la couleur de la peau, mais après voilà, il n'y a pas de forme de sourcils, il y a pas de longueur de cils, le teint change. Et du coup, j'avais vraiment, au-delà de la féminité, j'avais vraiment une sensation de perte de mon identité. Et moi qui n'aime pas être à la mode, j'ai ma propre mode, c'est vrai que de me retrouver comme ça et pas savoir comment appréhender cette nouvelle image et cette nouvelle identité, ça a été assez difficile. Donc c'est vrai qu'au départ, ce système, j'ai développé pour mon propre confort. Et en fait, j'avais créé un blog sur la gestion de la féminité et de l'identité pendant les traitements anticancéreux. Et en fait, ce blog, il a été très rapidement suivi parce que je parlais que de trucs cool, en fait. Je partais du postulat que je voulais pas parler forcément de mes chimiothérapies ou des chimios parce que je me disais que les gens qui vivent une chimio, ils savent très bien comment ça se passe et ils n'ont pas besoin de lire les états d'âme de quelqu'un d'autre sur un blog. Donc en fait, ce que je faisais sur ce blog, c'était que je répertoriais tout beauté, bien-être et bonne humeur que je pouvais attraper un peu à droite à gauche auprès de sachants comme des socio-esthéticiennes, des infirmières d'annonce, des socio-coiffeuses, tout ça, pour gérer son image le temps des traitements. Et je mettais tout ça sur le blog et le blog, il a été suivi assez rapidement. Et en fait, souvent, on me faisait des compliments sur ma coiffe. Et on me disait, mais t'achètes ça où? Et quand je sortais dans la rue, j'avais tout le temps des compliments sur mon style. Et les gens qui me connaissaient pas étaient à des années-lumière de se dire qu'en fait, sous mon turban,
Et sous cette frange, en fait, j'étais complètement chauve et même j'avais pas de sourcils, tout ça. Et les gens voyaient pas ça, ils voyaient juste une turbanista, quoi. Et, euh, et je me suis dit que voilà, le jour où je me sortirai, quand je me sortirai, si je me sors de toute cette histoire, je le créerai pour les autres. Mais il y avait une condition à cette création. La condition, c'était que ce puisse être accessible au plus grand nombre en termes de localisation et en termes de prix. Parce qu'en fait, je trouvais que face à l'adversité, et je le trouve toujours, bien sûr, je trouve que face à l'adversité, on est tous sur la même marche et que je trouvais ça trop triste en salle d'attente de chimiothérapie de presque comprendre la condition sociale des gens en regardant l'état de leur perruque, quoi. Et ça, je trouvais ça vraiment, ça m'a marqué. Donc, je me suis dit, voilà, moi, je vais me battre pour qu'il y ait une reconnaissance en totalité de ce que je fais et qu'il y ait une prise en charge totale sur mes produits par la sécurité sociale, chose que j'ai réussi à obtenir. Bah, c'était vraiment la condition sine qua non à la création du projet pour moi. Et même si ça reste des produits accessibles, je voulais qu'ils le soient vraiment entièrement. Donc, j'ai obtenu cette reconnaissance. Et après, bah, j'ai lancé l'entreprise non sans mal, mais j'ai réussi à lancer l'entreprise des Frangines en mars 2017, la création officielle juridique. Et en juin, on a lancé le site internet de vente en ligne officiel. Voilà. Alors en fait, chose que je n'avais pas mesurée et que j'ai appris au fur et à mesure de mes traitements, c'est que en fait, il y a le cancer d'un côté et il y a tout ce qui ne se voit pas et des stigmates en fait qui peuvent être physiques et psychologiques ou même de l'ordre juridique qui perdurent de l'autre. Donc la science est là pour nous guérir. Dans la majorité des cas aujourd'hui, elle y arrive même s'il y a encore malheureusement des cancers qui sont incurables et qui sont difficiles à soigner. C'est vrai qu'aujourd'hui, la science a beaucoup avancé quand même. Et donc, les médecins sont là pour nous soigner, c'est nous guérir du mieux possible. Et après, tout le reste à côté, bon, ben, c'est secondaire parce que ben, on est en vie et voilà. Seulement, moi, je me suis rendu compte quand j'ai voulu créer mon entreprise qu'il y avait quelque chose qu'on nous enlevait, qui était quand même assez important. Surtout quand on a un cancer jeune et qu'on a encore toute la vie devant soi, parce qu'on n'a pas encore accédé à la propriété, on n'a pas, voilà, on n'a pas pu faire d'emprunt bancaire, de choses comme ça pour divers projets. Bah, c'est qu'en fait, on n'est pas assurable à l'emprunt bancaire. Et en tout cas pour des sommes dépassant 15 000 euros, quoi. Et ça, c'est un vrai frein, en fait, pour des projets de vie comme l'entrepreneuriat. Donc, quand j'ai voulu lancer les Frangines, que je suis allée voir, je sais pas, une dizaine de banques, même un peu plus, et qu'en fait, on me disait pas frontalement quel était le problème, et j'ai fini par chercher et comprendre que, en fait, il existe un droit à l'oubli. C'est super. On en parle beaucoup parce que le mot droit à l'oubli est quand même assez positif. Seulement, le droit à l'oubli, à l'époque, moi, il était de 15 ans. Quand je suis rentrée en rémission, il y avait des associations, la Ligue contre le cancer et Rose Up Association, qui étaient montées au créneau par rapport à ce droit à l'oubli, qui avaient fait entendre la voix des patients et on a réussi à gagner 5 ans. Donc aujourd'hui, c'est 10 ans. Seulement, voilà, ça veut dire que pendant 10 ans, après que le terme rémission soit prononcé par un médecin, sans récidive, ben, pendant 10 ans, on ne peut pas avoir accès à une assurance à un prix qui ne double pas le prix du prêt, donc à un prix normal, pour pouvoir emprunter. Et ça, c'est vraiment compliqué et je trouve, ça n'engage que moi et peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est de la discrimination qui est légalement entérinée et ça choque personne parce qu'en fait, je comprends pas. Il y a certainement plein de gens dans leur vie qui payent des assurances qui vont jamais s'en servir. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas des fonds en fait qui soient créés, des fonds solidaires pour les personnes ben, voilà, qui vont avoir des maladies longue durée, parce qu'il n'y a pas que le cancer, hein, il y a aussi le diabète, le sida, n'en parlons même pas. Alors eux, c'est pas possible du tout. Donc ça a été un vrai problème parce que j'avais un projet super cool et en fait, il n'y avait pas un banquier qui voulait le suivre. Donc, au début, j'étais un peu en colère et puis je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai vaincu un cancer, c'est pas
c'est pas les assureurs et les banquiers qui vont m'arrêter dans mes projets de vie. J'ai pas envie d'être pendant les 10 prochaines années, continuer ma vie de salarié. J'ai un projet d'entrepreneur et je veux l'aboutir. Donc, presque, j'ai eu envie de leur dire merci après parce qu'en fait, ça m'a forcé à faire un financement participatif sur Internet, un crowdfunding. Je suis passée par la plateforme de Ulule et en fait, ça m'a permis en fait de tester le projet des Frangines sur, on va dire, au plus grand nombre pour voir s'il suscitait quand même de l'intérêt parce que en vrai, comme ce produit était nouveau et qu'il n'existait pas, il n'y avait pas de ce que les banquiers appellent, désolée pour ce mot, de benchmark qu'on pouvait faire. Donc du coup, j'ai pu tester, voir si le produit il a intéressé. Et en plus de ça, en plus de voir qu'il l'intéressait, ça lui a permis aussi d'être connu, dans le sens où on a été vraiment soutenu par la presse. On a eu des super beaux articles, des très beaux relais qui ont permis aux Frangines, en fait, de se faire connaître grâce à ce financement participatif. Et je suis partie dans le monde de l'entrepreneuriat sans avoir de dette bancaire aussi. Et ça, c'est quand même bien. Donc, on a pu lever 35 000 euros en 45 jours. Il y a eu 1000 contributeurs, ce qui était révélateur que les gens s'attendaient à ce que, voilà, on vienne peut-être un peu dépoussiérer la perruque de Louis XIV et pour proposer quelque chose d'autre. Alors, je n'ai absolument pas la prétention et je ne le souhaite pas de dire que je veux remplacer la perruque, pas du tout. Pour moi, je suis complémentaire. La perruque est un accessoire essentiel et important. Il y a plein de femmes qui en portent. Il y en a même qui en portent encore pour la mode. Parce que, voilà, dans nos pays occidentaux, dans les années 60, la perruque était une mode. Dans les pays africains, aujourd'hui, on en porte toujours, en fait, des perruques. Donc, voilà, ça dépend des gens. Mais tout ça pour dire que la perruque, c'est quand même voilà, un accessoire aussi qui peut être un accessoire mode. Et c'est un accessoire qui est toujours important et essentiel. Seulement, moi, j'apporte une solution qui est complémentaire, c'est-à-dire que dans le cadre d'une perte de cheveux, on n'a pas choisi la maladie, on n'a pas choisi d'avoir des stigmates physiques. Je voulais au moins que les patients puissent choisir la façon dont ils allaient le vivre et l'image qu'ils allaient vouloir renvoyer, l'identité qu'ils allaient vouloir se réapproprier. S'ils avaient une perruque, bah, c'est super, mais peut-être qu'ils n'avaient pas envie de la porter toute la semaine ou de temps en temps changer de style, avoir un autre type de coiffure. Mettre un turban par-dessus une perruque n'est pas forcément, par exemple, recommandé, parce qu'on aura tendance à abîmer plus rapidement la fibre en mettant un bandeau ou un bonnet ou un turban par-dessus une perruque. Donc c'est vrai que là, vient là tout l'intérêt en fait d'avoir un accessoire qui est complémentaire, comme les frangines, comme ce que j'ai créé. Donc voilà, voilà les difficultés que j'ai pu rencontrer à la création d'entreprise, mais qui au final voilà, m'a permis. Après, je suis quelqu'un d'assez pugnace et si on me ferme la porte, je rentre par la fenêtre. Oui, il y a une loi en fait qui les autorise, on va dire. Donc après, eux, au cas par cas, ils peuvent décider en interne que. Mais effectivement, il y a une loi qui les autorise à faire, à dire non ou à proposer, je vous dis, des assurances à des prix démentiels en fait. C'est-à-dire que si ça double le prix du prêt sur 30 ans, enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. On m'a proposé des assurances à 250 euros par mois. Enfin, et en plus, le pire, c'est que ces assurances, elles excluent la maladie. Donc moi, je veux bien payer 250 euros, mais à ce moment-là, mon cancer n'est pas exclu des conditions. Mais là, la maladie, le cancer était en plus exclu des conditions, quoi. Donc bon, c'est pas cool. C'est pas cool parce que, voilà, parce qu'encore une fois, quand on a été malade, souvent on a une envie une soif de vivre décuplée à 10 000 et de se sentir freiné pour ça, c'est trop triste, en fait. Alors, c'est vrai que alors, la moyenne d'âge du cancer du sein chez la femme reste toujours à ce jour, mais on sait que les statistiques sont toujours calculées 5 ans avant. Donc, c'est toujours 62 ans. Seulement, on le voit et les médecins le reconnaissent aussi, il y a de plus en plus de jeunes femmes
de moins de 40 ans qui sont dans les salles d'attente pour des dépistages ou qui sont dépistés et qui sont en chimiothérapie. Ça commence vraiment à être entendu et reconnu par les docteurs. Et en fait, moi, ce que je conseille et ce que je dis tout le temps, et c'est ce pourquoi je me bats depuis 5 ans sur les réseaux sociaux, en libérant la parole, en essayant de faire passer des messages, des fois très forts, des fois un peu, des fois durs, des fois surtout de la rigolade. Enfin, j'essaye de tout pour susciter l'attention à ça. C'est être acteur de sa santé, en fait. Être acteur de sa santé, c'est pas être hypochondriaque. Être acteur de sa santé, c'est juste avoir des rendez-vous annuels avec son médecin et des rendez-vous mensuels avec ses seins. Donc, c'est pas. Voilà, moi, je sais que tous les premiers du mois, j'ai rejoint un mouvement qui s'appelle Feel It on the First. Tous les premiers du mois, je fais de la prévention sur le compte des frangines notamment et sur mon compte personnel sur voilà, est-ce que tu as pensé, on est le premier à te toucher les seins, quoi. Donc, on met toujours des vidéos un peu drôles, des photos assez drôles pour que les gens ils disent ah ouais, bah, c'est vrai, là, je l'ai pas fait le mois dernier, ou enfin, toujours pour. Et souvent, j'ai des petits messages qui disent ah merci, j'avais oublié de le faire, du coup, bah, grâce à toi, j'y ai pensé, quoi. Et ça, je suis voilà, intimement persuadée que si c'était. En fait, ça doit faire partie de l'hygiène de vie, en vrai, qu'on soit un homme ou une femme. C'est de temps en temps, voilà, il y a des parties du corps qu'il faut vérifier. Le cancer du sein fait partie des endroits où, des fois, on peut sentir, en fait, en s'autopalpant. Il y en a qui disent oui, mais moi, je ne sais pas le faire. Mais en vrai, moi, quand j'avais senti ma boule, quand j'avais 27 ans, je ne savais pas le faire non plus. Seulement, j'ai senti une boule, hein. Donc, juste, déjà au moins tâter, vérifier qu'il n'y a pas quelque chose. Et si on a besoin de savoir comment on fait vraiment une autopalpation, il y a des tutos, il y a des associations qui ont mis en place même des tutos vidéo. Il y a une application de Keep a Breast qui existe pour vous montrer comment faire l'autopalpation. Et ça, qu'on soit un homme ou une femme, il faut le faire. C'est vrai que le cancer du sein, bon, il y a Octobre Rose. Dans l'inconscient collectif, le rose, c'est la couleur des filles et le bleu, c'est la couleur des garçons. Et en fait, ça, c'est presque un problème dans le sens où il y a certains hommes, du coup, qui ne se sentent pas du tout concernés par le cancer du sein. Même s'ils le sont beaucoup moins que les femmes, il y a quand même 1% des hommes qui sont touchés par le cancer du sein. Donc, 1%, c'est pas rien. C'est juste de les sensibiliser eux aussi, parce que pour eux, c'est un cancer qui est tabou. Ils n'osent pas en parler parce qu'en fait, ça prête à sourire quand un homme dit qu'il a un cancer du sein, parce que dans l'inconscient collectif, c'est un cancer qui est plutôt réservé à la femme. Donc, les hommes sont déjà de nature assez pudiques sur les maladies, voilà, si je sais pas, c'est comme ça, c'est dans l'inconscient des hommes de cette planète. L'homme, il doit être fort et du coup, il n'ose pas parler de ce genre de choses, donc il montre pas. Et encore aujourd'hui, même si on essaye de faire tomber toutes ces injonctions, un homme a le droit d'avoir peur, un homme a le droit d'être sensible, un homme a le droit de pleurer, un homme a le droit d'être malade, et un homme a le droit d'être pas bien parce qu'il est malade. Donc, donc oui, les hommes sont eux aussi concernés par le cancer du sein et devraient, dans leur hygiène de vie, tout comme une femme, vérifier ses seins une fois par mois. Voilà. Et s'il y a un doute, de ne pas hésiter à appeler son médecin pour consulter, parce qu'en fait, sinon, de toute façon, il ne va pas être bien. Ou s'il fait l'autruche, ou si les personnes font les autruches, ils disent bon, on verra ça plus tard, comme moi j'ai fait. Hein, quand j'ai senti ma boule, j'étais à des années-lumière de me dire que c'était un cancer. Hein, donc, clairement, j'ai fait l'autruche aussi. Heureusement que ma mère a insisté parce qu'elle m'a sauvé la vie en plus de me l'avoir donnée. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire mais non, mais c'est rien, à penser que le pire n'arrive qu'aux autres, ce qui est complètement faux. Et surtout, voilà, de ne pas hésiter à consulter et de voir ce que le médecin va dire. Et dans le meilleur des mondes, le médecin va dire tout va bien. Et tant mieux. Mais il faut, voilà, s'il y a un doute, il faut aller enlever ce doute en allant voir un sachant, ne pas aller regarder sur Internet, sur des sites, des trucs, des machins. On n'est pas docteur. Il faut prendre un rendez-vous et faire un dépistage, en fait. Pareil, voilà, faire au moins une prise de sang par an pour vérifier que tout va bien au niveau du sang, parce que des fois, on s'en rend compte comme ça, parce que il y a je sais pas, des lymphocytes, des globules blancs qui sont
vraiment anormalement élevé ou anormalement trop bas. Donc, il y a mille et une façons d'être acteur de sa santé. C'est d'aller voilà, avoir des rendez-vous annuels et mensuels avec soi-même. Donc ça, c'est les conseils que je donne. Et c'est vrai que là, on le voit, à l'époque, il y avait une fausse croyance qui était de dire, en fait, le cancer, c'est une maladie de personnes âgées. Ou alors, c'est parce qu'on est dépisté moins que maintenant, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, c'est plus du tout vrai, c'est plus du tout le cas. Le cancer, il touche absolument tout le monde. C'est la maladie du 21e siècle. Moi, c'est pour ça qu'avec les Frangines, je suis mécène de la recherche parce que je nourris l'espoir que, à force de chercher, on finira vraiment par trouver et que, notamment dans le cancer du sein, il y aura plus de 12 000 femmes par an qui en décéderont, qu'on finira vraiment par réussir à soigner tout le monde. Donc, c'est hyper important c'est hyper important voilà, d'être conscient de tout ça, que cette maladie, c'est pas rien, qu'un cancer du sein, c'est pas rien. Souvent, on entend, ah, t'as un cancer du sein, ça va, c'est rien, c'est celui qui soigne le mieux. Ouais, bon, lundi, tu vas aller à la chimio à ma place et après, on débriefe, quoi. Il y a quand même encore des gens qui en décèdent et tout. Donc, en fait, il ne faut pas minimiser qu'un cancer, il soit au niveau des seins, qu'il soit au niveau de la peau, qu'il soit sur un orteil, dans une oreille, dans un poumon, machin. Enfin, un cancer reste un cancer, quoi. Donc, juste, voilà, de faire attention à ces types de langage, de ne pas minimiser. C'est pas des maladies rigolotes, c'est pas des maladies faciles et surtout ce sont des traitements qui sont très lourds. Donc il vaut mieux prévenir que guérir et la prévention est là pour ça. Voilà. Alors, Jean-Yves. Jean-Yves, en fait, c'est personne. Je ne connais pas de Jean-Yves et de ce que je vais expliquer, je m'excuse par avance auprès de tous les Jean-Yves de la Terre. Je n'ai absolument rien contre les Jean-Yves et rien contre vous. C'est en fait, j'ai un tic de langage. Quand je ne connais pas le prénom de quelqu'un, je dis toujours Jean quelque chose. Et il y a 5 ans, je disais, mais oui, tu sais, Jean-Yves, là-bas, là. Et maintenant, j'ai changé, c'est Jean-Marie. Voilà, voilà, c'est un tic de langage. Quand je ne connais pas le prénom de quelqu'un, je dis ça. Et en fait, quand je suis tombée malade, quand je parlais de ma maladie à mes amis, je disais le mot tumeur. Et c'est vrai que ce mot, il est affreux. Quand on le décompose, tumeur, c'est quand même, voilà, quand on se bat contre un cancer, parler de tumeur, c'est pas très, c'est un peu anxiogène, quoi. Donc mes amis me disaient, oh là là, Julie, ce mot, il nous fout en l'air, viens, on lui donne un petit nom, en fait. Et moi, j'étais là, ouais, mais bon, comment tu veux l'appeler? Franchement, c'est compliqué, quoi. Et j'ai une de mes meilleures amies qui me dit, bah écoute, viens, on l'appelle Jean-Yves. Tu es toujours en train de dire Jean-Yves par-ci, Jean-Yves par-là. On ne connaît pas de Jean-Yves, ben voilà, ce sera Jean-Yves. Et du coup, voilà, Jean-Yves est arrivé, quoi. Donc, on l'a appelé Jean-Yves. Donc, j'ai appelé ma tumeur Jean-Yves. Et par la suite, en fait, j'ai pu mettre les initiales JY, notamment dans la marque Les Frangines. C'est pour ça qu'il y a un JY dans la marque Les Frangines. Marque qui, du coup, a pu être déposée pour ce que je fais, quoi, parce que le mot frangine ne s'écrit pas du tout comme ça. Mais voilà, c'est un clin d'œil à cette personne, enfin, à ce truc qui venait d'ailleurs plutôt. Alors, des enfants, j'en ai à travers leur maman. Alors, généralement, ils m'écrivent pas, hein, mais j'ai des jolies photos avec. En fait, le logo des Frangines, il a été imaginé pour eux, par exemple, parce que je voulais que les pochettes des franges. Là, j'en ai un juste à côté de moi, tu vois, ça, c'est le logo des Frangines. Les pochettes des franges ou les pochettes des bonnets, en fait, je voulais qu'ils puissent les customiser. Ah, pardon, j'ai eu un petit problème de batterie. Je voulais que les pochettes des franges, ils puissent les customiser. Donc, j'ai fait voilà, le logo est un dessin enfin, vraiment simplissime, figuratif quand même. Donc, je voulais qu'ils puissent faire ce qu'ils voulaient avec. Et souvent, voilà, j'ai reçu des photos de petites filles qui portent, ou de petits garçons, qui portent en fait une création des frangines avec leurs petites pochettes customisées et tout, sont tout fiers de montrer. Donc, ça, j'ai eu ce genre de retour. Pour les hommes, par contre, je n'ai pas eu des retours d'hommes qui portent les frangines. Donc, la gamme des hommes s'appelle les frangins et la gamme des petites filles s'appelle les franginettes. J'ai pas eu de retour en direct d'hommes qui m'ont dit merci pour vos bonnets parce qu'en fait j'ai pas chaud, j'ai pas froid, je suis protégée du soleil. J'ai pas eu de retour comme ça. Ce que j'ai comme retour d'hommes en fait c'est plutôt des hommes accompagnants.
des hommes qui accompagnent leurs femmes, en fait. On en parle très peu souvent. Les accompagnants sont des gens très, 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 très importants pour les patients. Il y a beaucoup de patients qui vivent seuls leur maladie, c'est encore plus dur en fait. Les accompagnants, c'est un statut qui est très compliqué parce que presque ils aimeraient comprendre et être à la place de la personne pour entendre et comprendre la douleur qu'ils traversent pour pouvoir mieux les aider parce qu'en fait, ils peuvent pas savoir, personne peut savoir ce qu'on traverse et ce qu'on vit tant qu'on ne l'a pas vécu, en fait. C'est dur de dire moi à ta place, parce qu'en fait, on n'est jamais à la place de personne. Et souvent, voilà, j'ai eu des retours d'hommes accompagnants qui accompagnaient leurs femmes, qui d'ailleurs, j'en avais posté un jour qui avait été hyper émouvant, qui m'avait fait un retour que j'avais posté sur le compte des Frangines, parce que voilà, c'était hyper émouvant ce qui m'écrivait par rapport au fait comment j'avais pu, avec mes petites créations, aider sa femme à se sentir bien tous les jours. Parce que pour moi, en fait, se sentir bien, ça contribue à garder le moral. Le moral, il t'aide à aller vers les traitements et eux, ils sont censés t'emmener un jour dans le meilleur des mondes vers une rémission et un jour une guérison. Donc, c'est un package. Et voilà, j'ai plus des retours comme ça. Après, ouais, j'ai pas eu de retour concret de frangins qui m'ont dit, qui m'ont fait des compliments sur les produits des frangines. Les hommes restent quand même plus pudiques quand même sur ce genre de choses. Par contre, j'ai eu des hommes, pas forcément malades, qui ont envie de soutenir soit un proche, soit eux, ils ont trouvé ça trop cool et qui ont acheté des bonnets, des frangins, voilà, parce qu'ils les trouvaient chouettes, quoi, c'est tout. Mais j'ai pas eu de retour d'hommes malades. Mérite parce que j'aurais jamais cru écrire un livre dans ma vie. J'ai eu beaucoup le syndrome de l'imposteur au tout début parce qu'en fait, c'est Larousse qui est venu me chercher et qui m'a dit voilà, on vous suit. En fait, il y avait une éditrice chez Larousse qui a été une proche d'une personne malade et qui suivait les Frangines depuis le tout début, qui a même fait partie des contributeurs du crowdfunding. Donc, elle suivait vraiment activement et elle me suivait sur les réseaux sociaux. Et elle aimait beaucoup ma façon d'écrire. Elle me disait, il y a quelque chose dans votre écriture, il y a vraiment, vous avez plein de trucs à dire. Et ce qu'on aime, c'est que vous faites passer des messages, vous rentrez jamais dans le pathos. Il y a toujours une touche d'humour, une façon de parler que vous avez et tout, mais on comprend quand même le message et on comprend bien que la maladie, voilà, elle ne prête pas non plus à sourire, mais vous pouvez l'expliquer juste différemment. Et en fait, elle me dit, et c'est ce que j'aime dans tout ce que vous écrivez, et j'aimerais que vous écriviez un livre. Alors du coup, je me suis dit, waouh, je pense que ça n'arrivera qu'une fois dans une vie. Donc je vais prendre le train avant qu'il reprenne sa route parce que ça se représentera peut-être pas deux fois. Donc, c'est pas évident d'écrire un livre quand en plus on est entrepreneur et qu'on a une petite entreprise à faire tourner et tout ça, parce que ben voilà, la journée je travaillais pour les Frangines et le soir j'écrivais pour à mes sœurs de combat. Et donc j'ai eu un an d'écriture, donc ce que je m'étais mis comme rythme de rendre un chapitre par mois, parce qu'à la fin il y a toujours presque 2 mois quand même de relecture et de correction. Puis j'avais quand même une introduction et une conclusion aussi à écrire. Donc, en fait, à mes sœurs de combat, c'est un parcours pardon, un recueil de conseils sur le chemin de la résilience ou pas. Parce qu'en fait, j'explique dans le livre que la résilience n'est pas une fin en soi, qu'on peut très bien avoir envie, après avoir traversé la maladie, de retourner juste dans sa vie qui plaisait tout à fait avant qu'il arrive ce tsunami. On n'est pas obligé de vouloir changer des choses, hein. C'est pas obligatoire. Moi, effectivement, ça s'est appuyé ce bouquin sur mon parcours personnel pour pouvoir illustrer en fait mes propos. Effectivement, moi j'étais juriste, j'avais fait droit parce que mes parents s'inquiétaient de me voir devenir tatoueuse. J'étais une contrariée de la frange. Ma mère était coiffeuse, devenue aide-soignante. Donc du coup, je m'appuie effectivement sur des faits de ma vie, sur le fait que j'ai traversé un cancer à l'âge de 27 ans, qui a remis en question plein de choses dans ma vie, tous ces stigmates physiques, psychologiques et administratifs dont je parlais tout à l'heure. Et tout ça, voilà, je voulais l'expliquer et le mettre dans cet ouvrage qui fait quand même 360 pages. C'est quand même un beau bébé. Et c'est vrai qu'au début, voilà, on me disait, mais comment tu as fait pour avoir un éditeur? Comment tu as fait pour avoir un éditeur comme Larousse? Mais en fait, c'est pour ça que je vous disais, j'ai eu ce syndrome d'en mode, ouais, en fait, ils sont venus me chercher. J'ai eu encore une fois
beaucoup de chance. J'ai une très bonne étoile depuis qu'il m'est arrivé tout ça qui brille régulièrement et qui m'apporte voilà, des opportunités comme ça, comme j'ai pu l'avoir pour l'écriture de ce livre. Donc, dont je suis très fière parce que je l'ai vraiment écrit pour délivrer un message à toutes mes sœurs de combat. Parce que bon, le mot les frangines, notamment, a été créé pour les sœurs de combat au départ. C'était vraiment un mot, les frangins, les frangines, un mot de sororité. C'est pas parce que je fais de la frange, même si dans frangine, il y a frange. Encore une fois, c'est une histoire de chance, je pense. Et donc, c'est pour ça que tout naturellement, le titre du livre est venu, comme je parle tout le temps de mes sœurs de combat, de mes frères de combat. Mais voilà, donc le livre, c'est écrit à mes sœurs de combat. Et il est dédié aux patients, aux soignants, aux accompagnants et à toutes les personnes voilà, qui s'intéresseraient à un parcours atypique sur un chemin résilient ou pas, et avec mon prisme et ma vision à moi. Donc, dans ce livre, je ne reprends pas forcément des choses que j'ai écrites dans le blog. Je parle plutôt voilà, de mon parcours, de ce que j'en ai fait, de comment j'en suis arrivée là, de l'après-cancer. L'après-cancer qui est un sujet très vaste dont on parle très peu. C'est c'est un sujet presque un peu tabou parce que voilà, on attend souvent de nous en tant que patient qu'une fois qu'on s'est sorti des traitements, on soit tout le temps positif, qu'on se rend compte de la chance qu'on ait de s'en être sorti. Seulement, c'est pas si simple. L'après-cancer, c'est un gros brouillard parce qu'on est un peu laissé, dans la nature, quoi. On voit beaucoup moins les médecins après et tout, et on se dit, ok, est-ce que tout va bien là-dedans? On a quand même, on vit un peu un syndrome post-traumatique. Moi, souvent, je l'ai identifié à ça. Je dis que je me suis souvent sentie comme étant un soldat qui revenait de la guerre, en fait. Alors, il y a des gens qui me disent, ah, j'aime pas quand tu dis ça parce que moi, je me sens pas du tout en bataille avec moi-même et tout. Mais en fait, chacun le vit comme il peut, hein, que les choses soient claires. Moi, je l'ai vécu comme ça. Moi, je l'ai vécu comme la plus grosse bataille de ma vie pour me sauver la vie. Donc, je me suis sentie un peu comme un soldat qui revenait de la guerre et qui saignait encore de ses plaies, qui avait des vêtements complètement déchirés et qui retournait dans sa ville, et les gens le regardaient comme s'il avait vu la veille et comme si rien ne s'était passé et qui prêtait même pas attention à ces stigmates qui portaient sur lui, quoi. Et l'après-cancer, c'est un peu ça. Et souvent, c'est maladroit parce qu'en vrai, la maladie, ça fait peur à tout le monde, ça renvoie à ses propres peurs. Et souvent, les remarques qu'on a en tant que patient et ancien patient, ce sont des remarques qui sont juste maladroites, qui sont de la bienveillance qui est juste mal placée ou mal dosée. Et en fait, j'explique dans ce bouquin un peu tout ça en disant, n'en voulez pas à vos proches de faire ce genre de remarques. Moi, genre, quand j'étais malade, genre, des fois, j'étais hyper acerbe. J'étais en colère, en fait, de certaines remarques qu'on me faisait. Mais avec le recul et avec le temps, ça m'a pris du temps, mais j'ai compris, en fait. J'ai compris, j'ai cheminé. Et c'est vrai que j'essaye d'expliquer à toutes ces personnes qui traversent une maladie, ou aux soignants ou aux accompagnants, que des fois, il faut pas, voilà, il faut faire attention, mesurer le poids de ses paroles quand on s'adresse à quelqu'un qui traverse une épreuve, parce que des fois, ça peut avoir une mauvaise résonance, même si pour nous, c'est de la bienveillance. Donc, de mesurer ses paroles et aux patients de dire, bon, ne vous offusquez pas si on vous a dit ça, parce qu'en fait, voilà, le commun des mortels, il ne sait pas, il ne peut pas se mettre à votre place, et il faut être patient et comprendre, quoi. Donc, il y a aussi un peu un côté éducatif dans le sens où, voilà, moi, en tant qu'ancienne patiente, j'explique le prisme que j'ai eu des deux côtés, et aussi en tant qu'accompagnante, parce que j'ai été patiente et je suis aussi accompagnante souvent, notamment de sœurs de combat et puis des fois aussi de proches à moi. Donc, et pour qui je n'ai pas forcément les bons mots, parce que je reste un être humain, et c'est ce que j'explique dans ce bouquin, que avant tout, et notre corps reste un être humain qui fait des erreurs, et il faut aussi apprendre à lui pardonner ses erreurs. Un jour, il a laissé passer une mauvaise cellule qui a dégénéré. On a perdu confiance en lui, on l'en a voulu.
mais il faut apprendre à lui refaire confiance. Il a juste fait une erreur et c'est pas dit qu'il refasse la même. Donc voilà, c'est ce que j'explique dans mon livre. C'est des outils que moi, je m'applique au quotidien pour pas avoir l'impression de vivre avec cette épée Damoclès sur ma tête parce que c'est juste horrible et difficile de vivre en ayant l'impression d'avoir une épée Damoclès sur la tête. Donc voilà, c'est essayer de réapprendre un certain lâcher-prise. Mon bouquin n'est absolument pas du développement personnel du tout. C'est plus la vision, un prisme d'une patiente voilà, qui donne un peu des outils qui, elles, l'ont aidé, quoi. Voilà. On a tous des combats à mener, en fait. Moi, ça a été le cancer, il y en a, c'est le diabète, il y en a, c'est le sida, il y en a, c'est la perte d'un proche. On a tous des difficultés. La vie, elle est comme ça, elle est faite en dents de scie, c'est la vie, quoi. Elle est capable du pire comme du meilleur. Qui m'aurait dit, moi, il y a 5 ans, que je tomberais enceinte naturellement, par exemple, alors que pendant 5 ans, on m'a dit que j'étais ménopausée et que ça n'arriverait jamais et que j'avais autant de chances de gagner au loto que de tomber enceinte naturellement. Et puis, bon, bah, c'est arrivé. Donc, c'est en ça que je dis, voilà, c'est la vie est capable du pire comme du meilleur. On ne peut pas savoir ce que demain est fait. Et surtout, voilà, chacun vit des adversités. Et ce bouquin, voilà, il est dédié à ça pour dire, euh, pour, pour essayer de livrer un message sur la compréhension de tout ça et sur l'être humain en général. L'être humain, lui aussi, il est capable du pire comme du meilleur. Et juste, voilà, de lui montrer qu'on traverse tous, en fait, des épreuves et qu'on n'est pas seul, finalement, dans ces épreuves parce que des fois, tu t'énerves contre quelqu'un, mais tu connais pas sa vie. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui lui est arrivé, donc, ouais, d'essayer d'être un peu mesuré, quoi. Voilà. Complètement, en fait, donc c'est Lillison qui l'a dessiné. Lillison, qui est une illustratrice BDiste. Elle est auteure de BD. Elle a écrit notamment La guerre des tétons, donc, qui est une BD en 3 tomes, qui elle aussi est une sœur de combat et a eu un cancer du sein très jeune. Lily, quand elle a eu son cancer du sein, elle avait 29 ans. Et en fait, c'est la première BD qu'on m'a offert quand moi je tombais malade. Elle venait de sortir le tome 1. Et on a 1 an d'écart, nous, par rapport à nos diagnostics et nos traitements. Et en fait, quand j'ai lu sa BD, je me reconnaissais tellement dans tout ce qu'elle écrivait. Et j'en avais trop envie que ce soit mon amie et tout, parce que je me disais, mais cette fille, elle est géniale, je m'entendrais trop bien avec elle. Et en fait, dans mon parcours en fait de blog, d'entrepreneuriat, tout ça, bah, justement, c'était la première fois que j'ai rencontré Lily, c'était pour un poste publicitaire pour le droit à l'oubli, en fait. Quand Rose Magazine vraiment a mis l'accent en fait sur ça pour remonter au créneau au niveau du ministère. Ils avaient fait carrément un spot publicitaire où il y avait des patientes qui venaient, qui témoignaient et qui devaient livrer un message, et j'en avais fait partie. Et j'ai rencontré Lily pour la première fois sur cet événement-là. Et ça a matché tout de suite, tout ça. Et puis après, on s'est suivi sur les réseaux sociaux et on s'est revus sur d'autres événements où on était invités, elle et moi. Et puis voilà, puis maintenant, on est très, 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 très amis, en fait, avec Lily. Et quand Larousse m'a dit, oui, est-ce que vous avez pensé à la couverture, tout ça, je dis, écoutez, en fait, moi, j'aimerais trop que ce soit Lillison qui fasse la couverture du livre. Et ils m'ont dit, bah, c'est marrant parce qu'en fait, on avait pensé à elle. Donc, j'ai trouvé ça génial parce que après, je lui ai dit, écoute Lily, tu sais à quel point je t'aime fort et à quel point j'aime tout ce que tu fais. Donc, au niveau de la couverture, t'as carte blanche, quoi. Et comme elle sait que je suis quelqu'un d'assez vindicatif, qui va, voilà, quand on me ferme la porte, je rentre par la fenêtre, qui a pas froid aux yeux, voilà, je me suis même retrouvée moi-même devant le ministère de la Santé quand il y a eu cette histoire des achats Internet qui étaient déremboursés, je suis montée au créneau. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui a pas peur de monter au créneau. Comme je dis toujours, il n'y a plus rien qui me fait peur aujourd'hui, mis à part que la maladie revienne. Donc voilà, je n'ai pas du tout peur de monter au créneau, de rien du tout. Donc c'est vrai qu'elle elle a dessiné voilà,
cette espèce de peloton de femmes, de personnes surtout qui manifestent. Et donc, il y a effectivement une référence au cancer du sein, mais il y a aussi une référence au cancer du ovaire, il y a des références à d'autres cancers, il y a des personnes qui ont des perruques, des personnes qui ont des turbans, des personnes qui ont des franges plus turbans, des personnes qui n'ont rien du tout, des personnes de toutes les couleurs, de toutes les ethnies. Parce que le cancer, il n'a pas de sexe, il n'a pas de frontières, il n'a pas d'âge, il n'a pas de compassion. Voilà, il frappe partout, tout le temps, sans prévenir. Et en fait, l'histoire voilà, de cette couverture, c'est un peu tout ça, quoi. Et quand elle me l'a envoyée pour me la montrer, j'ai dit, mais t'es un génie. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout de suggestion de correction à te soumettre parce que je la trouve juste géniale comme ça, quoi. Donc voilà l'histoire de la couverture. C'est une histoire encore de sororité parce que voilà, Lily, c'est aussi une sœur de combat, comme je vous disais, de connexion parce que j'ai pas eu besoin de. Elle me connaît tellement bien, j'ai même pas eu besoin de la briefer sur quoi que ce soit qu'elle a fait la couverture parfaite pour ce bouquin, quoi. C'est que les hommes et les femmes, ils aient confiance. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que chaque être humain sur cette terre, il a. On est tous avec, et même pas que les êtres humains, hein, les animaux, tout, n'importe quel organisme vivant a sur cette terre, tout le monde a ça, c'est un instinct de survie. Et que face à l'adversité, cet instinct de survie, il prend toujours le dessus. Donc c'est que malgré tout, d'essayer de garder confiance en lui et en soi-même grâce à cet instinct de survie que nous avons tous. Donc ça, c'est un premier message que je souhaite donner et livrer parce que moi, j'ai mis du temps à le comprendre. Comme quand ma mère, elle me disait, Julie, la chimio, arrête de la prendre en grippe. En fait, c'est ta meilleure amie. Parce que c'est elle là qui t'emmènera vers la rémission. Ok, c'est une amie qui est un peu tortionnaire, mais en attendant, il faut que tu la prennes comme étant ta meilleure amie. Le jour où j'ai compris ça, j'ai vachement mieux vécu mes chimiothérapies en fait et les effets secondaires. Donc c'est pour faire ce parallèle-là de dire voilà, on a tous un instinct de survie, il faut lui faire confiance. Ensuite, c'est une phrase que j'emprunte à quelqu'un que j'admire énormément, qui s'appelle Philippe Croison, peut-être que vous connaissez. C'est un monsieur qui a eu un accident domestique en enlevant une antenne de son toit, qui a pris le jus, en fait, et qui s'est retrouvé, il a perdu ses 4 membres, il a perdu ses bras et ses jambes. Et pour autant, bon, il est passé par tout, parce que dans un parcours de résilience, on passe par un peu tous les états. On passe par la colère, on passe par le déni, on passe par la tristesse, on passe par la dépression. Et puis un jour, on remonte, on ne sait pas pourquoi. Et ce monsieur, il est passé vraiment par tous ces états, ça a pris des années. Sa vie a été complètement bouleversée, il a perdu sa femme, du coup qu'il a quitté, tout ça. Et puis, il a voulu en finir même avec la vie plusieurs fois. Et un jour, en fait, il a vu une jeune fille toute jeune à la télé qui allait traverser la Manche. Et il s'est dit, ben, moi aussi, je vais traverser la Manche. Sans bras et sans jambes. Donc, il s'est entraîné, ça a pris des années. Et il a fini par traverser la Manche. Il a même fait plus, il a relié plusieurs continents à la nage. Donc c'est des performances assez incroyables. Aujourd'hui, bon, il fait des conférences et il tient des heures entières sur des prothèses de jambes. Mon mari étant kiné, même lui salue l'exploit parce que c'est tenir droit comme ça sur des prothèses de jambes pendant des heures sans s'appuyer, c'est des performances. Et en fait, ce monsieur, il dit quelque chose de très vrai qui peut s'appliquer. C'est très souvent, en tout cas, c'est l'impossible n'existe pas parce que dans impossible, il y a possible. Et je vous avoue que dans mon parcours, j'ai pu le vérifier. Et encore là, il y a quelques mois, quand je suis tombée enceinte et quand on me disait que c'était impossible. Donc voilà, ça c'est pour moi un message qui est très fort, qui n'est pas de moi, qui est de Philippe Croison. Mais je vous le dis ici parce que je trouve qu'il est très vrai. Voilà, l'impossible n'existe pas parce que dans l'impossible, il y a possible. Non, mais merci de me donner la parole et la chance de voilà, pouvoir aussi expliquer tout ça. Ça me touche toujours énormément voilà, qu'on s'intéresse bah, à mon histoire, à ce que je fais, à ce que j'essaye en tout cas de mettre en place depuis 5 ans du mieux possible bah, pour nous tous. Quoi. Voilà. Ça me touche toujours.